Il y a une différence brutale entre faire revenir une femme et faire qu'une femme regrette d'être partie. La plupart des hommes cherchent seulement à la récupérer, en suppliant, en poursuivant, en essayant de la convaincre qu'elle a commis une erreur. Mais il existe une approche psychologique dévastatrice qui non seulement la fait revenir, mais qui la détruit émotionnellement sous le poids du regret. Cela la fait se réveiller à 3 heures du matin en pensant à ce qu'elle a perdu. Cela lui fait voir ta photo et ressentir une douleur physique dans la poitrine. Cela lui fait se demander comment elle a pu être si stupide de s'éloigner de l'homme que maintenant d'autres femmes poursuivent. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement comment transformer sa décision de s'éloigner en la pire décision qu'elle n'ait jamais prise. Mets un like à cette vidéo, parce que ce qui vient est si psychologiquement puissant que tu devras utiliser cette connaissance avec responsabilité. Laisse-moi commencer par une vérité que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Le regret ne vient pas des mots. Tu ne peux pas faire que quelqu'un regrette en argumentant logiquement qu'il a commis une erreur. Le regret authentique, celui qui fait mal au plus profond, celui qui garde quelqu'un éveillé la nuit, vient uniquement d'une source. Voir de ses propres yeux la preuve irréfutable que ce qu'ils ont perdu était plus précieux que ce qu'ils avaient calculé. C'est la différence entre dire à quelqu'un qu'il a commis une erreur contre lui démontrer si viscéralement que son erreur lui a coûté quelque chose d'irremplaçable qu'il ne peut pas échapper à cette réalisation. Quand une femme s'éloigne de toi, son cerveau est en train de faire un calcul économique émotionnel. Elle pèse ta valeur contre le coût de te garder dans sa vie. Elle a conclu, correctement ou incorrectement, que ce calcul ne favorisait pas le fait de rester. Peut-être qu'elle a perçu du besoin en toi. Peut-être qu'elle a remarqué que tu investissais disproportionnellement plus d'efforts. Peut-être que ta disponibilité constante l'a fait te classer comme sûr et prévisible, au lieu de stimulant et précieux. Quel que soit son raisonnement spécifique, le résultat est que son cerveau a décidé que perdre ta présence était un coût acceptable. Ton travail maintenant n'est pas de la convaincre que son calcul était incorrect. Ton travail est de changer si dramatiquement les variables du calcul que quand elle le recalculera des semaines ou des mois plus tard, le résultat la frappera comme un camion. Que son cerveau crie « Tu as commis une erreur dévastatrice ». Cela requiert quelque chose que la plupart des hommes n'ont pas. Une discipline brutale pour exécuter une transformation authentique tout en maintenant une absence totale envers elle. Machiavel a compris quelque chose de fondamental sur le pouvoir et le regret. Il a écrit que les hommes offensent plus facilement ceux qu'ils aiment que ceux qu'ils craignent. Il décrivait une vérité psychologique profonde. Les gens ne ressentent un regret authentique que lorsqu'ils perçoivent qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne peuvent pas récupérer facilement. Si elle sait qu'elle peut revenir quand elle veut et que tu seras là à attendre les bras ouverts, il n'y a pas de regret possible. Il y a peut-être un peu de nostalgie, peut-être un peu de culpabilité superficielle, mais pas le regret viscéral et douloureux que tu cherches à créer. Ce type de regret ne vient que lorsqu'elle perçoit que la porte qu'elle supposait ouverte en permanence est maintenant fermée. Et de l'autre côté, il y a quelque chose d'incroyablement précieux qu'elle ne peut plus atteindre. Alors, comment crées-tu exactement ces conditions psychologiques? Il y a un système de 4 piliers qui doivent être exécutés simultanément et implacablement. Chaque pilier construit sur le précédent et en sauter un détruit complètement l'efficacité. Je vais t'expliquer chacun dans un détail brutal parce que les détails sont là où se gagnent ou se perdent ces batailles psychologiques. Pilier 1. Disparition fantôme absolue. Tu ne cesses pas seulement de la chercher. Tu disparais de sa réalité comme si tu n'avais jamais existé. 0 message, 0 appel. 0 apparition dans ces espaces numériques. 0 mention dans des conversations avec des amis communs. 0 réaction à quoi que ce soit qu'elle publie. Si quelqu'un de son cercle social te demande, ta réponse est si neutre qu'elle est ennuyeuse. Chacun a suivi son chemin. Je suis concentré sur mes affaires. Rien de plus. Sans émotion, sans dramatisation, sans signe de douleur ou de colère. Seulement une absence froide et totale. Pourquoi est-ce le premier pilier? Parce que le regret requiert une perte permanente perçue. Si tu maintiens n'importe quel type de présence dans sa vie,
si elle peut surveiller ton état émotionnel à travers les réseaux sociaux, si tu continues d'être une partie de son paysage social, elle ne percevra jamais de perte réelle. Elle percevra seulement une distance temporelle qu'elle peut fermer quand ça l'arrange. L'absence fantôme lui nie complètement ce confort. Soudainement, toi, qui avais été une partie constante de sa réalité, tu as simplement cessé d'exister. Son cerveau ne peut pas traiter cela facilement parce que les humains détestent les fins abruptes sans clôture. Elle dépensera une énergie mentale massive à essayer de remplir ce vide d'informations. Pilier 2. Transformation visible extrême. Pendant que tu maintiens une absence totale envers elle, tu lances la version la plus agressive d'amélioration personnelle que tu n'aies jamais tentée. Ce n'est pas une amélioration superficielle, c'est une réinvention fondamentale. Physiquement, tu transformes ton corps de façons qui sont indéniablement visibles. Pas seulement aller à la salle de sport occasionnellement, mais s'entraîner avec une intensité qui produit des résultats évidents en 8 à 12 semaines. Professionnellement, tu accomplis quelque chose de significatif. Une promotion, un projet réussi, un business parallèle qui génère des résultats, quelque chose de concret que tu peux montrer. Socialement, tu étends ton cercle dramatiquement. Nouveaux amis, nouvelles activités, preuves photographiques d'une vie riche et abondante. Tout cela doit être visible sur tes plateformes sociales, mais jamais dirigé vers elles, ni en la mentionnant. Tu publies parce que tu es authentiquement en train de documenter ta transformation, pas parce que tu essaies qu'elle le voie. Cette distinction est cruciale. Si tu publies avec l'intention qu'elle voie, ton énergie sera nécessiteuse et transparente. Si tu publies parce que tu vis authentiquement une vie qui vaut la peine d'être documentée, ton énergie sera authentique et magnétique. Pourquoi une transformation extrême au lieu d'une amélioration graduelle? Parce que le regret requiert un contraste dramatique. Si elle te voit t'améliorer un peu, elle pensera il progresse. Bien pour lui. Mais si elle te voit transformer si radicalement que tu sembles être une personne complètement différente, son cerveau ne peut pas éviter la question dévastatrice. S'il avait cette capacité de transformation, pourquoi ne l'a-t-il pas montré quand nous étions ensemble? Et la réponse implicite que son cerveau génère l'a détruit. Parce que je le freinais, parce qu'il avait besoin de mon absence pour s'épanouir, parce que j'étais l'obstacle à sa meilleure version. Cette réalisation, quand elle arrive, crée un regret d'un niveau complètement différent du simple « ce que nous avions me manque ». C'est « j'ai activement empêché sa croissance, et maintenant que je suis parti, il est devenu ce qu'il a toujours pu être ». Cette pensée la ronge parce qu'elle fait d'elle la méchante de sa propre histoire. Pilier 3. Présélection sociale, féminine, stratégique. C'est le plus délicat, mais le plus dévastateur psychologiquement. Tu as besoin de preuves visibles que d'autres femmes te trouvent précieux. Cela ne signifie pas nécessairement que tu doives sortir avec de multiples femmes. Bien que si ça arrive organiquement, c'est un bénéfice additionnel. Cela signifie que ton contenu social doit inclure une interaction naturelle avec des femmes attirantes. Des photos de groupe où il y a des femmes présentes. Des commentaires de femmes sur tes publications. Des signes subtils que le monde féminin te remarque. Pourquoi cela génère-t-il spécifiquement du regret? Par un mécanisme psychologique appelé validation sociale par compétence. Les humains, spécialement les femmes, utilisent l'intérêt des autres comme calibrateur de valeur. Si personne d'autre ne te veut, probablement tu ne vaux pas grand-chose. Mais si de multiples personnes de haute valeur te veulent, probablement il y a quelque chose d'extraordinaire là que peut-être je n'ai pas vu initialement. Quand elle voit la preuve que d'autres femmes te trouvent désirable, deux choses se produisent simultanément dans son cerveau. Première, elle recalibre ta valeur vers le haut. Si d'autres femmes te veulent, spécialement si ces femmes semblent attirantes ou précieuses, alors ta valeur est plus haute que ce qu'elle avait calculé. Deuxième, cela active la compétition féminine, qui est l'un des motivateurs les plus puissants en psychologie féminine. Soudain, il ne s'agit pas seulement de savoir si elle te veut ou non. Il s'agit du fait que d'autres femmes vont potentiellement t'obtenir. Le même homme qu'elle a écarté est maintenant un prix que d'autres poursuivent. Cette inversion des rôles crée une forme particulièrement douloureuse de regret. Pilier 4. Élévation de statut perçue dans les cercles partagés. Si vous avez n'importe quel type de cercle social partagé, amis communs, collègues, connaissances,
tu as besoin que ces personnes commencent à parler de toi différemment. Non pas parce que tu parles de toi-même, ce serait contre-productif, mais parce que ton comportement cohérent leur donne une nouvelle information sur qui tu es. Quand ils te demandent sur la situation avec elles, ta réponse doit communiquer que tu es passé à autre chose complètement. C'était bien tant que ça a duré. Je suis concentré sur des choses plus importantes maintenant. Quand ils te voient dans des événements sociaux, ton énergie doit être celle de quelqu'un qui profite de sa vie pleinement, conversant, riant, connectant avec les autres, zéro signe d'être en train de souffrir ou d'attendre qu'elle revienne. Cela crée quelque chose de psychologiquement puissant. Les personnes dans son cercle commenceront à te mentionner de façon qui élève ton statut. Je l'ai vu l'autre jour. Il a l'air incroyable. On dirait qu'il réussit très bien. Il est sorti avec des gens intéressants dernièrement. Cette information lui arrivera finalement à travers des tiers. Et l'information de tiers est infiniment plus puissante que n'importe quoi que tu pourrais lui dire directement. Quand son ami lui dit « Dis donc ton ex, waouh, il est vraiment à un autre niveau maintenant », cela a un poids psychologique qu'aucune autopromotion de ta part ne pourrait générer. Et chaque pièce d'information qu'elle reçoit construit le récit qui crée le regret. Il n'est pas seulement bien sans moi. Il est mieux, il prospère. Il est en train de devenir quelqu'un que je ne pourrais plus obtenir si je le voulais. Si ce contenu te montre un système psychologique complètement différent de n'importe quel conseil superficiel que tu as écouté avant, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Parce que maintenant je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans son cerveau pendant que tu exécutes ces 4 piliers et comment éviter les 2 erreurs fatales qui détruisent tout le travail psychologique. Durant les 2 premières semaines d'absence totale, son cerveau est en phase de soulagement et de validation. Consciemment ou inconsciemment, elle sent qu'elle a pris la bonne décision. Le manque de poursuite de ta part confirme initialement son récit. Probablement que je ne lui importais pas tant que ça de toute façon. Si tu es en train d'exécuter la transformation visible, elle n'a pas encore vu assez pour recalibrer. Tout suit selon son plan mental. Si tu brises les piliers durant cette phase en envoyant un message ou en montrant que tu surveilles sa vie, tu valides sa décision et élimines toute possibilité de regret futur. Semaine 3 à 5. Commence la phase de curiosité et de doute. Ton absence fantôme absolue commence à créer un vide cognitif. Son cerveau note que tu as authentiquement disparu de façon qu'elle n'avait pas anticipée. Si elle a commencé à voir ta transformation visible ou a entendu des commentaires de tiers sur ton élévation de statut, les premières fissures apparaissent dans sa certitude. Un moment. Pourquoi il va si bien? Pourquoi il ne souffre pas? Aurais-je mal interprété son niveau d'intérêt pour moi? Ces doutes sont le début du regret, mais ils sont encore superficiels. Elle peut encore se convaincre que ton amélioration est une coïncidence, ou que finalement tu vas la chercher. Le regret réel n'est pas encore arrivé parce qu'elle croit encore qu'elle a l'option de revenir si elle change d'avis. Semaine 6 à 10. Elle entre en phase de réévaluation et de proto-regret. C'est ici que les 4 piliers exécutés de manière cohérente commencent à créer un impact psychologique dévastateur. La transformation visible est maintenant indéniable. Ce ne sont pas seulement 2 ou 3 publications. C'est un modèle cohérent de vie améliorée. La présélection sociale féminine est évidente. D'autres femmes te trouvent clairement précieux. L'élévation de statut dans les cercles partagés signifie que de multiples sources indépendantes confirment ton ascension. Et ton absence fantôme absolue signifie qu'elle n'a aucun moyen de savoir si tu es encore émotionnellement disponible. La combinaison crée une tempête parfaite psychologique. Son cerveau commence à générer la question qui définit le regret authentique. Ai-je commis une erreur irréversible? Ce n'est plus une hypothèse abstraite. C'est une peur concrète basée sur l'évidence cumulative. Chaque photo de toi où tu as l'air mieux. Chaque commentaire d'une femme attirante sur ton contenu. Chaque histoire qu'elle entend d'amis sur comment tu prospères. Chaque jour de ton absence totale qui démontre que tu es authentiquement passé à autre chose. Tout construit le dossier psychologique qu'elle a perdu quelque chose d'extraordinaire qu'elle ne peut probablement pas récupérer. Machiavel a observé que les hommes décident presque toujours le chemin médian entre 2 cours d'action et avec ça ils se détruisent parce qu'ils ne sont pas assez bons ni assez mauvais pour gagner. Dans ce contexte, le chemin médian serait de maintenir un peu de contact avec elle. S'améliorer un peu mais pas dramatiquement.
Montrer un peu d'intérêt mais feindre ne pas trop s'en soucier. Ce chemin médian garantit que cela ne génère jamais de regrets authentiques en elle parce que ta valeur ne s'élève jamais assez. Et ta disponibilité ne diminue jamais assez. Tu dois aller à l'extrême dans les deux directions. Transformation radicale, combinée avec absence totale. Maintenant, les deux erreurs fatales qui détruisent tout même si tu exécutes les piliers correctement. Erreur numéro 1. Répondre quand elle prend finalement contact. Éventuellement, si l'intérêt initial était significatif et que tu as exécuté les 4 piliers implacablement, elle brisera le silence, enverra un message, trouvera une excuse pour te contacter, apparaîtra dans un endroit où elle sait que tu seras. C'est le moment le plus dangereux parce que ton instinct sera de recevoir ce contact avec soulagement ou enthousiasme. Résister à cet instinct est absolument critique. Quand elle prend contact, ta réponse doit être cordiale mais profondément indifférente. Pas froide ni hostile, simplement désintéressée. Si elle envoie un message, tu tardes minimum 2 jours à répondre et ta réponse est brève et n'invite pas à la continuation. « Hey, j'ai été occupé, j'espère que tu vas bien. » Rien de plus. Si elle demande comment tu vas ou ce que tu as fait, ta réponse est vague mais positive. Tout va bien. Plusieurs projets intéressants. Et toi, ça va? Tu renvoies toujours la question mais tu ne partages jamais d'informations substantielles. Pourquoi cette indifférence est-elle cruciale pour maintenir le regret? Parce que si tu réponds avec enthousiasme, tu communiques immédiatement que toute ton amélioration était une comédie temporaire pour la récupérer. Tu lui donnes l'espoir que tu peux être récupéré facilement, ce qui élimine le regret. Le regret persiste seulement quand elle croit qu'elle a perdu l'accès permanent à quelque chose de précieux. Ton indifférence maintient cette croyance. Elle pense, il est authentiquement passé à autre chose. Il ne m'attend pas. Il ne feint pas d'aller bien. Il va authentiquement bien. Il n'a plus besoin de moi ni ne me veut. Cette réalisation approfondit le regret au lieu de le soulager. Erreur numéro 2, céder et revenir à la dynamique antérieure si elle pousse assez. Certaines femmes, quand le regret les frappe fort, pousseront intensément pour reconnecter. Message émotif, déclaration qu'elle a commis une erreur, proposition de se voir. La tentation d'accepter immédiatement et de revenir à comment étaient les choses est énorme. Résister à cette tentation sépare les hommes qui comprennent la psychologie à long terme de ceux qui cherchent seulement la gratification immédiate. Si elle revient, elle doit revenir à des termes complètement différents. Tu ne l'attends pas les bras ouverts. Tu as une vie qui fonctionne parfaitement sans elle. Elle a besoin de démontrer pourquoi elle mérite une place dans cette vie améliorée. Cela signifie que l'investissement doit être dramatiquement de son côté au début. Elle propose des plans. Elle initie les conversations. Elle fait le travail de reconnecter. Tu participes, mais sans urgence ni besoin. Et crucialement, si à un moment donné tu redeviens l'homme que tu étais avant, celui qui investissait plus, celui qui était plus disponible, celui qui avait besoin de sa validation, son regret s'évaporera instantanément. Elle pensera, voilà l'homme réel sous la façade améliorée. Il n'a pas changé authentiquement. Il a juste joué la comédie pour me récupérer. Et non seulement tu perdras le regret que tu as créé, tu confirmeras que sa décision originale de s'éloigner était correcte. Maintenant, je veux que tu participes. Quand elle brise finalement le silence après des semaines de ta transformation, quelle réponse génère le plus de regrets durables? A. Réponse immédiate, mais brève et neutre, montrant que tu es passé à autre chose. B. Attendre 2 jours complets avant de répondre brièvement et sans intérêt de continuer la conversation. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement ton raisonnement. Je veux voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo. Laisse-moi partager un cas réel qui illustre le pouvoir dévastateur de ce système quand il s'exécute sans compromis. Une de mes connaissances avait été avec une femme pendant 5 mois. Connexion intense, beaucoup d'alchimie, projet d'avenir. Elle a graduellement commencé à s'éloigner, créant de la distance émotionnelle, jusqu'à ce qu'elle termine finalement la relation. Raison superficielle, j'ai besoin de me concentrer sur moi-même. Raison réelle, elle avait perdu l'attraction parce qu'il était devenu trop disponible, trop complaisant, trop prévisible. Il était détruit initialement. Il voulait la poursuivre, la convaincre, supplier.
Je lui ai expliqué ce système de 4 piliers et je lui ai dit qu'il devait l'exécuter avec une intensité qu'il n'avait jamais appliquée à rien. Je lui ai donné un délai de 3 mois minimum avant d'attendre n'importe quel résultat. Pilier 1. Disparition fantôme absolue. Il a bloqué son numéro non pas pour qu'elle ne puisse pas le contacter, mais pour que lui ne puisse pas céder à la tentation de lui écrire. Il l'a éliminé des réseaux sociaux. Il a décliné les invitations à des événements où il savait qu'elle serait. Il a disparu complètement. Pilier 2. Transformation visible extrême. Il a engagé un entraîneur personnel et a suivi un régime brutal d'entraînement 6 jours par semaine. Il a changé complètement son alimentation. En 12 semaines, il a perdu 15 kilos de graisse et a gagné de la masse musculaire visible. Professionnellement, il a pris un projet à haut risque qu'il avait évité et l'a exécuté avec succès, résultant en une reconnaissance significative dans son travail. Socialement, il a rejoint 2 nouveaux groupes, un d'activité de plein air et un autre de networking professionnel, étendant son cercle dramatiquement. Pilier 3. Présélection sociale féminine stratégique. Les nouvelles activités sociales l'ont mis en contact avec de nouvelles femmes. Certaines ont montré de l'intérêt. Il n'a rien poursuivi de sérieux mais a permis que des interactions naturelles se développent. Des photos d'événements de groupe ont commencé à apparaître sur son Instagram, où il y avait des femmes attirantes présentes. Les commentaires de femmes sur ses publications sont devenus fréquents. Pilier 4. Élévation de statut dans les cercles partagés. Ils avaient des amis communs. Quand ils le voyaient, le contraste était indéniable. Physiquement transformé, professionnellement promu, socialement étendu, émotionnellement stable. Et quand il demandait sur elle, sa réponse était toujours la même, neutre et concentrée vers l'avant. Chacun est concentré sur son chemin. Moi, je vais bien. Semaine 8. Il a commencé à recevoir des informations d'amis. Elle avait demandé après lui. Il avait demandé après lui. Elle 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 avait demandé après lui. Il avait demandé après lui. Il avait demandé après lui. Il après lui. Elle avait vu ses publications avant qu'il ne l'élimine. Elle avait commenté à des amis qu'il avait l'air différent. Semaine 10. Elle a trouvé un moyen de le contacter à travers un message sur LinkedIn. Prétexte professionnel. Il a attendu 4 jours complets avant de répondre avec 2 lignes cordiales, mais désintéressées. Elle a essayé de convertir ça en conversation. Il n'a pas répondu. Semaine 13. Elle est apparue à un événement où des amis communs avaient mentionné qu'il serait. Elle l'a vu en personne. Transformation complète. Il était en train de converser avec un groupe qui incluait 2 femmes attirantes. Son langage corporel était celui de quelqu'un de complètement à l'aise et qui profite. Elle s'est approchée finalement. Il a été courtois, mais s'est brièvement excusé pour parler avec d'autres personnes. Il ne lui a pas donné de temps ni d'attention spéciale. Cette nuit-là, elle lui a écrit un long message, expliquant qu'elle avait commis une erreur, qu'elle avait beaucoup pensé à ce qu'ils avaient eu, qu'elle s'était rendu compte de sa valeur quand il était déjà tard. Il a attendu 3 jours avant de répondre. « J'apprécie que tu partages ça. Je suis passé à autre chose et je suis dans un endroit très différent maintenant. Je te souhaite le meilleur. Rien de plus. » Il n'a pas ouvert la porte. Il n'a pas montré d'intérêt à reconnecter. Il a simplement fermé ce chapitre avec finalité. 2 semaines plus tard, une amie commune lui a raconté qu'elle était détruite, qu'elle parlait constamment de lui, qu'elle voyait ses publications obsessionnellement depuis un faux compte, qu'elle regrettait profondément de l'avoir laissé partir, qu'elle disait qu'il était devenu celui qui s'est échappé, le standard contre lequel elle mesurerait tous les autres hommes et que probablement aucun n'atteindrait. C'est ça le regret authentique. Pas de la nostalgie superficielle, pas de la culpabilité passagère, mais une douleur psychologique réelle de savoir qu'elle a eu quelque chose d'extraordinaire et l'a écarté pour des raisons qui maintenant semblent stupides. Et ce regret la suivra pendant des années, parce que chaque fois qu'elle verra une mise à jour de sa vie, chaque fois qu'elle entendra parler de lui par des amis communs, ce sera un rappel de son erreur. Machiavel a écrit que la vengeance la plus douce est de bien vivre. Il ne parlait pas de vengeance dans un sens mesquin. Il parlait de la justice naturelle qui se produit quand quelqu'un qui t'a sous-estimé
doit observer comment tu prospères sans eux. Tu n'as pas besoin de la punir activement, ni de chercher à la faire souffrir. Tu as simplement besoin de devenir une version si supérieure de toi-même que sa décision de s'éloigner devient sa propre sentence. J'ai besoin d'éclaircir quelque chose sur l'éthique de tout ça. Certains interpréteront ce système comme une manipulation cruelle conçue pour blesser. Ce n'est pas le cas. C'est une transformation authentique qui crée comme effet secondaire le regret chez qui t'a sous-estimé. Tout dans ce système est authentique. Tu ne feins pas la transformation, tu te transformes authentiquement. Tu ne feins pas d'avoir des options. Tu construis authentiquement une vie où les options apparaissent. Tu ne feins pas l'indifférence. Tu arrives authentiquement à l'endroit où ta vie fonctionne parfaitement sans elle. Le regret qu'elle ressent n'est pas quelque chose que tu es en train d'infliger malicieusement. C'est la conséquence naturelle de sa propre décision pauvre de s'éloigner de quelqu'un de précieux. Si elle t'avait valorisé de manière appropriée, elle serait restée et aurait profité de ta croissance avec toi. Elle a choisi de s'éloigner. Alors elle expérimente les conséquences de ce choix. Il n'y a rien d'immoral là-dedans. C'est simplement cause et effet. J'ai aussi besoin de te prévenir que ce système requiert un engagement total. Tu ne peux pas exécuter 3 piliers sur 4. Tu ne peux pas le faire à moitié pendant 6 semaines et ensuite céder. Soit tu y vas complètement, soit tu ne commences pas. Parce que commencer et échouer est pire que de n'avoir jamais essayé. Si tu commences et qu'ensuite tu reviens en la poursuivant, non seulement tu ne crées pas de regrets, tu confirmes que tu es faible et qu'elle a bien fait de s'éloigner. Au final, ce système se réduit à une vérité fondamentale sur la psychologie humaine. Le regret vient du fait de voir la preuve irréfutable que tu as commis une erreur de calcul significative. Quand elle te voit transformé, prospère, désiré par d'autres et complètement indifférent à elle, elle ne peut pas éviter la conclusion dévastatrice. Je l'ai perdu. Et non seulement je l'ai perdu. J'ai perdu la meilleure version de lui parce qu'il a fleuri précisément quand je n'étais plus là pour le voir. Cette réalisation crée un type de regret qui ne se dissipe pas avec le temps. Au contraire, il s'approfondit parce que chaque année qui passe, il est probablement encore mieux. Et j'ai perdu mon opportunité quand il était encore disponible. Elle vivra avec ce regret chaque fois qu'elle sera avec quelqu'un qui n'atteint pas le standard que toi tu as établi. Chaque fois qu'elle aura une conversation ennuyeuse avec quelqu'un, elle se souviendra des conversations fascinantes avec toi. Chaque fois qu'elle sera avec un homme qui la prend pour garantie, elle se souviendra qu'elle a eu un homme qu'elle prenait pour garantie, mais qui s'avère être irremplaçable. Machiavel a clôturé le prince en argumentant qu'il vaut mieux agir de manière décisive que douter. Dans le contexte de ce système, cela signifie que si tu vas le faire, fais-le complètement. Disparition fantôme absolue, pas partielle. Transformation extrême, pas amélioration graduelle. Présélection sociale visible, pas cachée. Élévation de statut authentique, pas feinte. Et quand elle reviendra repentante, indifférence authentique, pas feinte. Si cette vidéo t'a donné un système complet pour transformer sa décision de s'éloigner en la plus grande erreur de sa vie, abonne-toi à la chaîne et partage en commentaire si tu as vu ce type de regret chez quelqu'un qui t'a sous-estimé. Et rappelle-toi, l'objectif final n'est pas de la faire souffrir par vengeance. L'objectif est de devenir une version si supérieure de toi-même que quiconque t'a sous-estimé ressent naturellement le poids de son erreur. Tu n'as pas besoin de chercher la vengeance quand ton succès est la vengeance. Tu n'as pas besoin de la faire se sentir mal quand ton bonheur authentique, sans elle, lui fait sentir la perte. Deviens l'homme que d'autres femmes poursuivent et elle regrettera naturellement de ne pas t'avoir apprécié quand elle en a eu l'opportunité, mon ami. Sais-tu pourquoi il y a des mecs qui touchent à peine une femme et elles font alors que toi tu lui achètes des fleurs, tu lui écris des poèmes, tu l'invites à dîner et elle te voit comme un ami? Ce n'est pas parce que tu es laid, ni parce que tu n'as pas d'argent. C'est parce que ces enfoirés ont découvert, consciemment ou inconsciemment, que le plaisir féminin ne s'active pas avec ce que tu fais pour elle, mais avec ce que tu lui fais sentir dans son cerveau.
Il existe 3 interrupteurs neurologiques spécifiques qui, quand tu les actives correctement, génèrent des vagues de plaisir si intenses qu'elle ne peut littéralement pas résister à ta présence. 99% des hommes ne découvrent jamais ces interrupteurs parce qu'ils sont trop occupés à essayer de gagner son affection en étant gentils. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement comment activer chacun de ces switches de plaisir de façon à ce qu'elles deviennent accros à comment tu la fais sentir. Le premier génère une anticipation qui la fait penser à toi toute la journée. Le second crée des cycles de dopamine et d'ocytocine que son cerveau interprète comme de l'amour. Et le troisième, celui-là est tellement tordu que je le garde pour la fin parce qu'il peut littéralement faire qu'une femme te supplie de la toucher sans que tu aies bougé un doigt. Mets un like maintenant parce que ce qui vient, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons. Le premier pleasure switch est l'anticipation contrôlée, et tu as besoin de comprendre quelque chose de fondamental avant que je t'explique comment l'activer. Le plaisir humain ne vient pas du fait d'obtenir ce que tu veux, il vient du fait d'anticiper que tu vas l'obtenir. La neuroscience a démontré que la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, se libère en quantité maximale, non pas quand tu obtiens la récompense, mais dans les moments précédents, quand ton cerveau calcule que la récompense est proche, mais que tu ne l'as pas encore. Cela s'appelle l'anticipation de récompense. Et c'est la base de toutes les addictions. Des drogues jusqu'aux jeux vidéo jusqu'à... Oui, mon ami. L'addiction à une personne spécifique. Voici l'erreur mortelle que commettent les bêtas. Quand une femme montre de l'intérêt, ils lui donnent immédiatement tout. Disponibilité totale, attention complète, accès illimité à leur temps et énergie. Ils pensent qu'en donnant plus, ils vont générer plus de plaisir en elle. Ils sont en train de faire exactement l'opposé. Quand tu lui donnes tout immédiatement, tu élimines l'anticipation. Sans anticipation, il n'y a pas de libération de dopamine. Sans dopamine, il n'y a pas de plaisir. Simple. Elle peut apprécier intellectuellement tes actions, mais son cerveau ne ressent pas de plaisir parce qu'il n'y a rien à anticiper. Mais quand toi, stratégiquement, tu crées des espaces d'anticipation, tout change au niveau neurologique. Laisse-moi te donner un exemple spécifique de comment cela fonctionne en pratique. Vous sortez ensemble, le rendez-vous se passe incroyablement bien. Il y a une alchimie évidente, elle veut clairement que tu l'embrasses. À ce moment de tension maximale, au lieu de l'embrasser immédiatement, tu la regardes directement, tu souris légèrement, et tu dis quelque chose comme « pas encore », ou simplement tu t'éloignes physiquement et changes de sujet. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as créé un fossé d'anticipation. Son cerveau était préparé pour la récompense. Elle avait déjà commencé à libérer de la dopamine en anticipation du baiser, et tu as retardé la gratification. Maintenant, son cerveau est en état d'anticipation soutenue. Durant les prochaines heures, jours même, chaque fois qu'elle pense à ce moment, son cerveau libère plus de dopamine. Elle reçoit littéralement des vagues de plaisir, juste en pensant à quand tu vas l'embrasser finalement. Tu as transformé un simple baiser en une source de plaisir continu qui s'étend dans le temps. Et quand finalement tu l'embrasseras, la décharge de dopamine sera exponentiellement plus grande, parce que l'anticipation a été prolongée. Cela s'applique à tout, pas seulement au baiser. Les messages textes, la vérité, sont un champ de bataille parfait pour l'anticipation contrôlée. La plupart des bêtas répondent immédiatement à chaque message, en pensant que cela montre de l'intérêt. Ils sont en train d'entraîner son cerveau à ne rien anticiper, parce qu'il sait qu'il obtiendra toujours une réponse instantanée. Mais quand toi tu réponds à des moments variables, parfois vite, parfois après des heures, son cerveau entre en mode d'anticipation. Il ne peut pas prédire quand tu vas répondre, alors il surveille constamment en attendant ton message. Chaque fois qu'elle vérifie son téléphone et qu'il n'y a pas de message de toi, frustration. Mais cette frustration est simplement de l'anticipation non résolue, ce qui génère plus de dopamine quand finalement tu réponds. Les phrases et comportements spécifiques qui activent ce switch. Quand vous êtes ensemble à passer un moment incroyable, tu es celui qui termine l'interaction en premier. Je dois y aller, mais c'était vraiment bien. Tu la laisses en vouloir plus.
Quand elle suggère de se voir, tu n'es pas toujours disponible immédiatement. Ça sonne bien, mais cette semaine est chargée. Je te tiens au courant quand j'ai de la place. Tu lui donnes quelque chose à anticiper. Quand il est clair qu'il y a de la tension sexuelle, tu es celui qui contrôle le timing. J'aime comment ça se développe, mais il n'y a pas d'urgence. Tu étends l'anticipation, note le modèle. Ce n'est jamais un rejet total. C'est toujours un délai stratégique. Tu es en train de lui dire que oui, mais pas tout de suite. Cela maintient l'anticipation vivante, sans se transformer en rejet qui tue l'intérêt. Et voici le plus tordu. Plus tu crées d'anticipation, plus la récompense devient plaisante quand finalement elle arrive. Un baiser après des semaines de tension se sent 1000 fois mieux qu'un baiser au premier rendez-vous. Non pas parce que le baiser est différent physiquement, mais parce que l'anticipation a amplifié la décharge neurologique. Machiavel a compris il y a 500 ans que le pouvoir vient du fait de contrôler ce que les autres désirent, non pas en niant complètement ce désir, mais en contrôlant quand et comment il est satisfait. En termes modernes de neurosciences, il décrivait exactement comment fonctionne le système de récompense dopaminergique. Quand tu contrôles le timing de la gratification, tu contrôles ses cycles de plaisir. Et qui contrôle le plaisir, contrôle l'attraction. Si tu veux vraiment arrêter d'être le mec qui supplie et devenir l'homme qui génère une addiction neurologique chez les femmes, mets un like et abonne-toi maintenant parce que ce qui vient avec le deuxième pleasure switch est encore plus sombre et plus puissant. Le second va expliquer pourquoi les femmes deviennent obsédées par des hommes qui les traitent de manière incohérente. Le deuxième pleasure switch est la validation intermittente et celui-ci est particulièrement brutal parce qu'il exploite le même mécanisme neurologique qui fait que les gens deviennent accros aux machines à sous. Laisse-moi t'expliquer la science d'abord pour que tu comprennes pourquoi c'est si dévastateur d'efficacité. Quand une récompense arrive de forme prévisible, le cerveau cesse finalement de répondre fortement. C'est une habituation neurologique simple. Mais quand une récompense arrive de forme imprévisible, le cerveau ne s'habitue jamais. Chaque récompense génère une réponse dopaminergique complète, parce que le cerveau ne peut pas prédire quand arrivera la suivante. Les casinos ont découvert ça il y a des décennies. Les machines à sous ne paient pas de manière cohérente ni ne paient jamais. Elles paient par intermittence à des intervalles variables. Cette imprévisibilité crée le modèle de renforcement le plus addictif connu en psychologie comportementale et s'applique parfaitement à comment les femmes répondent à la validation masculine. Voici l'erreur mortelle. Les bêtas donnent une validation constante et prévisible. Tu es belle chaque jour. Tu es incroyable à chaque conversation. Tu me manques chaque heure. Anne Price. Tu es belle chaque heure. Tu es belle chaque conversation. Il pense que la validation constante génère de l'attachement. Elle génère de l'ennui. Son cerveau s'habitue et cesse de libérer de la dopamine parce que la validation est prévisible. Mais quand toi tu donnes une validation intermittente à des intervalles imprévisibles, tu crées un modèle addictif. Un jour tu lui dis quelque chose d'authentiquement flatteur sur quelque chose de spécifique que peu remarquent. J'aime comment tu as géré cette situation. Ça a montré une réelle intelligence. 3 jours plus tard, pas de compliment, juste une interaction neutre. 2 jours plus tard, un autre compliment spécifique. Cette perspective que tu as partagée était authentiquement intéressante. Son cerveau ne peut pas prédire quand arrivera la prochaine validation. Alors il est constamment en état d'anticipation, et chaque fois que la validation arrive, impact complet de dopamine parce qu'elle n'était pas attendue. Cela devient plus puissant quand tu combines la validation avec une légère invalidation ou indifférence. Pas de la cruauté, mon ami, mais une neutralité calibrée. Elle partage quelque chose et parfois ta réponse est une validation complète. C'est exactement correct. Je ne l'avais pas vu comme ça. D'autres fois ta réponse est neutre. Intéressant. Bien que moi je le vois différemment. Et occasionnellement, quand elle cherche clairement de la validation, tu es celui qui ne la donne pas automatiquement. Pourquoi as-tu besoin de mon opinion là-dessus? Tu connais la réponse. Cette imprévisibilité crée un cycle psychologique où elle est constamment en train d'essayer de gagner ta validation parce qu'elle ne peut pas prédire quand elle l'obtiendra. Et voici le plus sombre. Chaque fois qu'elle n'obtient pas la validation attendue, son cerveau entre en mode de résolution de problèmes. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire différemment?
Comment je gagne son approbation? Elle est en train d'investir une énergie mentale massive en essayant de déchiffrer le modèle de ta validation. Et comme le modèle est intermittent et imprévisible, elle ne le déchiffrera jamais complètement. Ça devient un projet sans fin qui consomme son attention. Les phrases et comportements spécifiques. Quand elle fait quelque chose d'authentiquement impressionnant. Validation complète et immédiate. Putain, c'était parfait. Bien joué. Quand elle fait quelque chose de neutre ou d'attendu. Réponse neutre. C'est bien. Quand elle cherche clairement de la validation sur quelque chose de superficiel, tu ne la donnes pas. Tu as vraiment besoin que je te dise ça? Quand elle l'attend le moins. Validation profonde et spécifique. Tu sais ce que je valorise vraiment chez toi, ta façon de penser sur des situations complexes. C'est rare de trouver ça. Note le modèle. La validation est réelle quand elle arrive. Pas feinte. Mais elle n'est pas constante ni prévisible. Parfois elle arrive en torrent. Parfois en goutte à goutte. Parfois elle n'arrive pas. Cette variabilité maintient son système de récompense en état d'alerte constant. Et voici ce que la plupart ne comprennent pas. Ce modèle ne génère pas seulement du plaisir. Il génère ce que les neuroscientifiques appellent le lien à travers l'incertitude. Elle devient plus attachée à toi, précisément parce qu'elle ne peut pas prédire ta validation. Les études sur l'attachement montrent quelque chose de contre-intuitif. Les relations les plus addictives ne sont pas les plus stables. Ce sont les plus variables. Quand quelqu'un est source de plaisir intense parfois et de neutralité d'autres fois, le cerveau développe un attachement plus fort que quand quelqu'un est source de plaisir constant moyen. C'est pour ça que des femmes quittent des hommes bons qui les traitent de manière cohérente bien, pour des connards qui les traitent de manière incohérente. Ce n'est pas du masochisme, c'est de la neurologie. Le connard incohérent active son système de récompense variable, tandis que l'homme bon prévisible ne le fait pas. Maintenant, je sais que ça sonne manipulateur. Et voici la vérité inconfortable, charnelle. L'attraction n'est pas juste ni logique. C'est une réponse neurologique à des modèles spécifiques. Tu peux te plaindre que ça ne devrait pas fonctionner comme ça, ou tu peux comprendre comment ça fonctionne et utiliser cette connaissance stratégiquement. Moi, je préfère la seconde option. La nature ne négocie pas. Soit tu comprends les règles du jeu, soit tu joues avec un désavantage permanent. Et avant que tu penses que ça fait de toi un fils de pute, rappelle-toi, elle va chercher ce modèle d'une façon ou d'une autre. Je préfère qu'elle le trouve avec un homme qui comprend la dynamique et la gère avec respect, qu'avec un vrai toxique qui n'a pas d'autocontrôle. Maintenant, je veux que tu participes, enfoiré. Dans les commentaires, dis-moi, qu'est-ce qui génère le plus d'addiction neurologique selon toi? A. Validation complète et constante qui la fait se sentir en sécurité. B. Validation intermittente et imprévisible qui maintient son cerveau en anticipation. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo. Et maintenant nous arrivons au troisième pleasure switch, le plus puissant. Celui qui peut littéralement faire qu'une femme te supplie sans que tu bouges un doigt. Ce switch est la tension sexuelle sans résolution immédiate. Et quand tu le domines, mon ami, tu deviens une drogue dont elle ne peut pas se désintoxiquer. Laisse-moi t'expliquer la neurobiologie d'abord, parce que tu as besoin de comprendre exactement ce que tu es en train d'activer dans son cerveau. Quand il y a attraction sexuelle, le cerveau commence à produire une combinaison spécifique de neurotransmetteurs. Dopamine pour l'anticipation de plaisir, norépinéphrine qui augmente l'alerte et la concentration, et finalement ocytocine quand il y a contact physique. Mais voici le crucial. L'intensité de cette cascade neurologique ne dépend pas de la gratification sexuelle en soi. Elle dépend du temps que le cerveau passe en état d'anticipation sexuelle avant la gratification. Plus longue est la période de tension sexuelle soutenue, plus intense est la décharge neurologique quand finalement elle se résout. Voici l'erreur que commet 99% des hommes. Quand il y a une opportunité de sexe, ils la prennent immédiatement. Ils pensent qu'en donnant la gratification sexuelle, ils génèrent le plaisir maximal. Ils sont en train de laisser un plaisir massif sur la table parce que quand tu résous la tension sexuelle immédiatement, tu élimines la phase d'anticipation où son cerveau aurait été en train de générer du plaisir continu pendant des jours ou des semaines. Un orgasme dure des secondes.
L'anticipation de cet orgasme peut durer des semaines si tu sais comment maintenir la tension sans la résoudre prématurément. Maintenant, écoute bien, parce que c'est ici que se sépare la stratégie de la cruauté gratuite. Je ne suis pas en train de dire de ne jamais avoir de sexe avec elle, ni de la laisser perpétuellement frustrée. Je suis en train de dire que tu contrôles l'escalade de la tension sexuelle de façon à maximiser le temps que son cerveau passe en état d'anticipation plaisante. Laisse-moi te donner un exemple spécifique de à quoi ça ressemble en pratique. Vous êtes chez toi ou chez elle. La tension sexuelle est évidente. Au lieu d'aller direct au but, tu escalades physiquement, mais tu t'arrêtes juste avant la résolution. Tu l'embrasses intensément, mais ensuite tu t'arrêtes et tu t'éloignes. Je veux ça, mais je ne vais pas me presser. Tu la touches de façon à l'exciter, mais tu ne la gratifies pas complètement. Tu construis la tension. Ensuite, tu baisses l'intensité. Ensuite, tu reconstruis la tension. Ensuite, tu baisses de nouveau. Tu es en train d'entraîner son système nerveux à expérimenter des cycles d'excitation sans gratification immédiate. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau pendant ça? Chaque cycle d'excitation sans résolution génère une dopamine massive. Son cerveau est en boucle de « j'y suis presque, mais pas encore ». Qu'est-ce qui est l'état le plus addictif neurologiquement possible? Et voici le plus brutal. Quand finalement tu permets la résolution, la décharge de plaisir est exponentiellement plus grande parce que l'anticipation a été soutenue pendant une période prolongée. Ce n'est pas seulement un orgasme physique, c'est un orgasme neurologique que son cerveau a été en train de construire pendant des heures ou des jours. Cela s'étend au-delà de la rencontre physique. Après une session de tension sexuelle sans résolution complète, elle rentre chez elle où tu pars et maintenant son cerveau est en état d'excitation résiduelle. Durant les prochaines heures, jours même, chaque fois qu'elle pense à ce qui s'est passé et ce qui va se passer la prochaine fois, son cerveau libère de la dopamine. Tu es en train d'occuper son esprit de façon à ce que d'autres hommes ne peuvent pas rivaliser. Elle ne peut penser à personne d'autre parce que son système nerveux est complètement concentré à anticiper la prochaine fois avec toi. Machiavel a écrit que celui qui contrôle le timing contrôle le résultat. Ça s'applique parfaitement ici. Quand tu contrôles le timing de la gratification sexuelle, tu contrôles combien de plaisir anticipatoire son cerveau génère. Et ce plaisir anticipatoire crée un attachement plus fort que le plaisir réel de gratification. C'est contre-intuitif, mais c'est de la science pure. Le rat qui appuie sur un levier et obtient de la nourriture immédiatement à chaque fois finit par perdre intérêt. Le rat qui appuie sur un levier et parfois obtient de la nourriture, parfois non, devient obsessionnel avec le levier. Tu te transformes en ce levier quand tu contrôles le timing de gratification. Les phrases et comportements spécifiques. Quand la tension sexuelle est au pic, tu es celui qui contrôle la baisse d'intensité. J'adore ça, mais je ne veux pas le presser. Quand elle essaie d'accélérer vers la gratification, tu maintiens le contrôle du rythme. On a tout le temps. Quand se termine une session de tension sans résolution complète, je suis en train de penser à tout ce que je vais te faire la prochaine fois. Tu lui donnes quelque chose de spécifique à anticiper. Des jours plus tard, message inattendu. Je suis encore en train de penser à comment je t'ai vu quand. Tu ravives l'anticipation, juste quand elle commençait à baisser. Note le modèle. Il y a toujours une promesse de résolution éventuelle. Ce n'est jamais une négation permanente. Tu lui donnes la certitude que finalement ils arriveront à une gratification complète. Mais tu ne sais pas exactement quand. Cette combinaison de certitude éventuelle avec l'incertitude de timing crée l'état d'anticipation le plus plaisant possible. Et voici ce qui la différencie de la manipulation cruelle. Quand finalement tu permets la résolution complète, tu la gratifies de façon à ce que ça surpasse toute l'anticipation. Tu n'es pas en train de lui nier le plaisir. Tu es en train d'amplifier le plaisir au moyen de l'anticipation étendue. Les hommes qui dominent ce switch deviennent littéralement inoubliables pour les femmes parce qu'ils ont créé une expérience neurologique qu'aucun autre homme ne peut répliquer. La plupart des hommes donnent une gratification rapide et prévisible. Toi, tu donnes des cycles d'anticipation soutenus, suivis d'explosions de gratification. Son cerveau n'a jamais expérimenté quelque chose comme ça avec personne d'autre. Tu deviens le standard contre lequel elle compare tous les autres hommes. Et tous les autres échouent parce qu'ils ne comprennent pas la neurologie. Et ici vient la partie finale, la plus importante. Quand tu combines les 3 pleasure switch,
Anticipation contrôlée, validation intermittente et tension sexuelle sans résolution immédiate. Tu crées ce que les neuroscientifiques appelleraient un état d'addiction comportementale complète. Son cerveau est en train de recevoir de la dopamine de multiples sources, simultanément. Il est en train d'anticiper ton attention. Il est en train d'anticiper ta validation. Il est en train d'anticiper la gratification sexuelle. Chaque zone de son système de récompense est activée et concentrée sur toi. Elle ne peut pas penser à autre chose parce que tu as complètement séquestré sa neurologie du plaisir. Maintenant, mon ami, laisse-moi te donner un résumé rapide parce que tu as besoin de te graver ça dans le cerveau. Switch 1, anticipation contrôlée. Ne donne jamais tout immédiatement. Crée toujours des fossés d'anticipation où elle se projette dans le futur. Switch 2, validation intermittente. Ne valide jamais de façon constante et prévisible. Donne de la validation à des intervalles variables qui maintient son cerveau en mode de résolution de problèmes. Switch 3, tension sexuelle sans résolution immédiate. Ne gratifie jamais sexuellement de forme rapide et prévisible. Construis des cycles d'excitation avec des délais stratégiques qui amplifient le plaisir final. Et maintenant le disclaimer le plus important, charnel. Cette information n'est pas pour les gentils garçons qui cherchent des trucs bon marché. C'est pour les hommes qui sont prêts à comprendre comment fonctionne réellement la neurologie du plaisir féminin et utiliser cette connaissance avec intégrité. Pourquoi intégrité? Parce que ces switches sont réels et puissants. Tu peux les utiliser pour créer des expériences authentiquement plaisantes pour elles, où le plaisir est amplifié au moyen de l'anticipation. Ou tu peux les utiliser pour manipuler sans intention de gratification réelle. Ce qui serait un move de fils de pute. La différence est dans l'intention. Si tu es en train d'utiliser ces switches parce que tu veux authentiquement créer une expérience maximale de plaisir pour elle, au moyen de la compréhension de la neuroscience, tu es stratégique. Si tu les utilises pour la maintenir accrochée sans intention de réciprocité authentique, tu es manipulateur. Moi, je suis en train de t'enseigner la science. Comment tu l'utilises définit quel type d'homme tu es. La plupart des hommes sont si incompétents à générer le plaisir féminin que les femmes se contentent d'expériences médiocres. Quand tu domines ces switches, tu leur donnes des expériences qu'elles ne savaient même pas possibles. Machiavel a clôturé Le Prince en argumentant qu'il vaut mieux être efficace qu'être moralement supérieur, mais inefficace. Dans les relations, tu peux être l'homme bon qui traite bien les femmes, mais ne génère pas d'attraction réelle parce qu'il ne comprend pas leur neurologie, ou tu peux être l'homme efficace qui comprend exactement comment fonctionne leur système de plaisir et crée des expériences qui la font te choisir par-dessus tous les autres. Il n'y a pas de neutralité ici, enfoiré. Soit tu comprends le jeu, soit tu perds le jeu. Et perdre signifie qu'elle trouvera finalement quelqu'un qui comprend vraiment ses switches consciemment ou inconsciemment. Et toi, tu vas rester à te demander ce qui s'est passé. Utilise cette connaissance avec responsabilité. Mon ami, parce qu'une fois qu'une femme expérimente ces 3 pleasure switch, avec toi, elle ne revient jamais à te voir comme un homme remplaçable. Tu deviens une expérience unique que son cerveau ne peut littéralement pas oublier ni répliquer avec personne d'autre, et ça, enfoiré, c'est le vrai pouvoir pour construire quelque chose de réel, pas pour détruire. L'attraction n'est pas un choix, c'est une réponse neurologique. Le cadre est à toi, ou il est à elle. Jamais des deux. Si toi, tu ne contrôles pas les pleasure switch, quelqu'un d'autre le fera, et elle le poursuivra lui. Tandis que toi, tu restes confus à te demander pourquoi tes bonnes intentions n'ont pas été suffisantes. La nature ne négocie pas, et le plaisir ne ment pas. Si cette vidéo t'a révélé comment fonctionne réellement le plaisir féminin au niveau neurologique, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce que la prochaine vidéo va être encore plus brutale. Je vais te montrer les 3 signes exacts du langage corporel qui indiquent qu'une femme est déjà sexuellement disponible pour toi et comment utiliser ces signes pour escalader sans rejet ni inconfort. On se voit là-bas, mon ami. Et rappelle-toi, personne ne se soucie de ton effort si tu ne produis pas de résultats visibles. Tu peux continuer à être le mec qui essaie d'impressionner avec la logique et des cadeaux, ou tu peux devenir l'homme qui comprend que le plaisir est neurologie, pas moralité. La décision est la tienne. La réalité ne change pas parce que tu l'ignores. À la prochaine.